Bonjour à toutes et tous, bienvenue ce soir à la conférence qu'on organise avec la CEIAE. On a invité donc Michèle Sibony qui est ici présente. La CEIAE, en 2-3 mots, c'est le syndicat étudiant et l'association fêtière des étudiants de l'Université de Genève. On travaille sur divers sujets et notamment le conflit israélo-palestinien. L'an dernier, on a intervenu auprès de l'Assemblée universitaire pour questionner l'université et l'institution sur le nouveau projet de collaboration avec l'université hébraïque de Jérusalem, qui se trouve sur des territoires occupés en Palestine. On n'a jamais eu de réponse vraiment satisfaisante, mais on nous a reproché de mettre en péril la liberté académique. Et donc on a réagi de ce pas en invitant Mazen Masri, un intellectuel, un professeur de droit à l'Université de Londres, qui nous a éclairé sur la question de la liberté académique en regard du droit international, et notamment des questions de cette université à Jérusalem et des rapports entre universités israélo-palestiniennes. Voilà. Récemment, donc, sous l'impulsion de l'Alliance internationale pour le souvenir de l'Holocauste, le IHRA, a tenté d'instaurer une nouvelle définition de l'antisémitisme, incluant dans cette définition l'antisionisme, toute critique à l'État d'Israël. Plusieurs gouvernements ont adopté cette nouvelle définition que je vais laisser Michèle Sibony décrire mieux que moi probablement. Et puis donc face à des réactions notamment d'universitaires en Grande-Bretagne, on a décidé de thématiser aussi cette question-là au sein de l'Université de Genève, d'où l'invitation de Michèle Sibony. En quelques mots, Michèle Sibony est une activiste contre toute forme de racisme. Elle est membre de l'Union juive française pour la paix, une organisation juive laïque, universaliste, s'opposant à l'occupation des territoires palestiniens. Elle est membre du bureau de l'Alternative Information Center à Jérusalem et à Beit Saour. Et elle a fait de nombreuses conférences sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Voilà, je vais de suite lui laisser la parole et merci d'être présente et présent. Là, c'est bon pour moi? Non, je sais pas. Vous m'entendez pas là? Si? Il marche le micro? Bon, ben, c'est parfait alors. Ben, écoutez, d'abord, merci beaucoup de cette invitation du CEAE. Et je suis ravie d'être parmi vous à Genève, qui est une ville que j'aime beaucoup. Je voudrais, pour lancer un petit peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire y a-t-il une différence entre antisionisme et antisémitisme, me servir d'un travail que l'UJFP vient de réaliser, qui est un petit peu déjà diffusé sur les réseaux sociaux. Nous venons de réaliser une dizaine de clips vidéo qui s'appellent « Paroles juives contre le racisme », avec des thématiques telles que racisme, féminisme, racisme, colonialisme, antisémitisme, antisionisme, avec une présentation de nous-mêmes, qui sommes-nous, pourquoi une parole juive, la peur des Juifs de France. Je ne les ai pas tous en mémoire, mais comme il y en a un qui s'appelle antisémitisme, antisionisme, il m'a paru intéressant de vous le faire partager, et on va peut-être commencer par là. Voilà. Dire que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme, pour moi, c'est ma culpabilité en tant qu'enseignant. C'est-à-dire, on n'a pas fait notre travail. On n'a pas réussi à expliquer aux gens qui disent ça que l'antisionisme, ça a d'abord été une idée juive. C'est l'échec scolaire. Je pense qu'il y a plein de raisons d'être antisioniste, mais parce que je suis juive, oui, c'est une raison de plus d'être antisioniste. Le sionisme a kidnappé le judaïsme. C'est une OPA sur le judaïsme. Le sionisme tourne le dos sur tous les plans à 2000 ans d'histoire juive, ou en tout cas à 200 ans d'histoire juive depuis le début de l'émancipation en Europe.
Le sionisme, au départ, a dit il y a 120 ans, c'est une théorie de la séparation. Ils ont dit juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. Ça, c'est le contraire de toute ma raison de vivre. C'est vrai que la création de l'État d'Israël vient de l'antisémitisme en Europe. Ça a fabriqué des sionistes, d'une certaine façon, qui étaient assez minoritaires dans le mouvement juif. Mais hélas, les antisionistes sont morts. Le sionisme, pour moi, est la question de la séparation du monde en races. Donc, mon judaïsme dit qu'au contraire, le juif, c'est le juif errant, le juif de la diaspora. Le sionisme politique, finalement, n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est du racisme. C'est dire que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. C'est un mouvement, c'est une idéologie politique. Et donc l'antisionisme, c'est une critique de cette idéologie et de ce mouvement. Bien sûr, c'est compliqué, puisqu'il y a des antisémites qui se cachent derrière l'antisionisme, on ne va pas le nier. Mais de manière générale, non. L'antisionisme, c'est une position politique qui refuse la séparation des juifs des autres citoyens du monde. On ne peut pas comparer l'antisémitisme avec l'antisionisme. Pour moi, c'est une escroquerie politique complète. Déjà, le sionisme n'est pas une race, c'est pas un peuple, c'est pas une ethnie, c'est une idéologie politique. D'ailleurs, je ne pense pas que Israël était une solution au problème juif. Cette déclaration que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, est un mensonge de propagande, purement et simplement. Il peut y avoir des antisionistes qui sont antisémitistes, on le sait, mais l'antisionisme n'est pas en soi antisémite. Je pense qu'il faut se battre radicalement contre cette idée, en fait. C'est une idée fausse, c'est une idée qui est la victoire du mouvement sioniste qui veut que tous les juifs doivent aller vivre en Israël. L'antisionisme est antiraciste, le sionisme est raciste. Je dirais même que le sionisme est antisémite. Dans l'histoire du sionisme, à aucun moment, le sionisme n'a combattu l'antisémitisme en Europe. Il s'en est toujours nourri. Le sionisme est un crime contre les Palestiniens et un suicide pour les Israéliens et pour les Juifs en général. Jeune, j'ai été sioniste. J'ai admiré les kibboutz. J'ai admiré le socialisme. D'accord, le socialisme, pour moi, c'est pour tout le monde. C'est pas pour juste les Juifs. Être antisioniste, c'est de s'opposer à la logique de la politique israélienne qui est de créer un État juif en Palestine aux dépens des autres habitants, aux dépens des Palestiniens. De ce fait, le sionisme comme phénomène politique est intrinsèquement une politique raciste parce qu'il dénie les droits du peuple qui veut le remplacer sur cette terre. Si, effectivement, le sionisme, ça signifie préserver le caractère juif d'un État, alors là, oui, je me déclare antisioniste. Ça me dérange beaucoup d'entendre l'association parfois automatique qui est faite entre antisionisme et antisémitisme. Ce qui me semble beaucoup plus grave, c'est quand un État, Israël, et ceux qui le soutiennent, des institutions, des personnalités, font cette confusion sciemment et au final alimente les préjugés et alimente l'antisémitisme. Pour moi, l'antisionisme, ce n'est pas de l'antisémitisme, forcément. Alors évidemment, il y en a qui se cachent derrière, qui mélangent adroitement les deux pour dire qu'ils sont antisionistes mais pas antisémites. Par contre, moi, je fais vraiment la différence parce que justement, j'ai compris que je pouvais être antisioniste et pas antisémite. Les faux amis de l'antisionisme, il y en a partout. Il y a effectivement les gens de droite, les Soral et tout ça, mais il y a aussi dans le mouvement de solidarité, des gens qui ont des choses à régler avec le passé antisémite de la France et qui se payent ce luxe sur le dos des Palestiniens. Il y a des faux amis du féminisme, il y a des faux amis de l'antiracisme, il y a des faux amis des juifs, il y a des faux amis des antisionistes. Quand j'entends que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme, je suis révoltée parce que c'est une façon d'interdire la critique du sionisme. C'est une grosse ficelle, tellement grosse qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. C'est un moyen rhétorique pour éviter toute discussion autour des politiques israéliennes et de disqualifier celui qui porte la critique d'Israël. Je crois que les gouvernements israéliens successifs ont fait un travail absolument formidable de lavage de cerveau, de lessivage de cerveau, et que effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir la bouche
pour critiquer le gouvernement israélien sans se faire traiter d'antisémite. Et c'est la seule raison qui me fait aujourd'hui militer en tant que juive. Je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. C'est quelque chose que je combats au même titre que toute forme d'oppression. À chaque fois qu'on fait une intervention publique, je suis très mal à l'aise parce qu'il y a toujours à la fin quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Je suis content que vous ayez dit ce que vous avez dit. Il n'y a que vous qui avez le droit de le dire, moi je ne peux pas me permettre. » C'est-à-dire qu'il y a dans la société française aujourd'hui, je ne parle que d'elle, une sorte d'omerta, je ne sais pas comment le dire. Les gens ont l'impression que critiquer Israël quand on n'est pas juif va immédiatement amener une accusation d'antisémitisme. C'est une régression du débat social, du débat public. Je ne me suis pas sentie anti-française quand j'ai milité pour les droits du peuple algérien. L'antisionisme, c'est une forme d'anticolonialisme, c'est une forme d'antiracisme. Le combat antiraciste et le combat antisioniste, c'est le même. Pas besoin des juifs pour être antisioniste non plus. J'étais contre l'apartheid en Afrique du Sud, je ne suis pas noir, je ne suis pas sud-africain, et pourtant je me suis opposé à ce régime parce que c'était un régime raciste, et ça ne me va pas, le racisme. Donc que je serais né dans une autre famille que la famille juive dans laquelle je suis né, je me serais opposé au sionisme quand même. S'il ne bouge pas, c'est parfait, on va continuer. Alors, les gens qui parlent, évidemment, sont des militants de l'UJFP, ce qui vous a donné, je l'espère en tout cas, l'occasion d'entendre nos voix et nos points de vue. En fait, je vais commencer par parler de sionisme, antisionisme. Parce qu'un rapide regard sur l'histoire du sionisme et de l'antisionisme permet d'observer que les deux ont d'abord été des idéologies juives, diamétralement opposées, certes. La première, le sionisme, naît dans la seconde moitié du XIXe siècle et se développe à la fin du XIXe siècle européen. Siècle qui est caractérisé par deux éléments forts. L'émergence des nationalismes, avec le démantèlement des grands empires, et la construction d'États-nations, aussi ethniquement purs que possible. Et la constitution, c'est le deuxième élément, des grands empires coloniaux, français et britanniques, entre autres. Ce mouvement est donc, le sionisme, directement inspiré de ces deux idéologies, nationalistes sur la base de l'État-nation et colonialistes, un peuple, une culture, une langue, une religion sur un territoire national. Et le reste du monde est un territoire à conquérir et à dominer pour les bienfaits de l'Europe, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient. Les indigènes n'ont dans ce contexte aucune importance. Dans le meilleur des cas, ils sont une main-d'œuvre exploitable, et dans le pire, on les massacre sans pitié. Le sionisme est une idéologie qui naît en réaction de l'antisémitisme européen de l'époque. Un antisémitisme d'autant plus virulent en Europe occidentale que les juifs assimilés, sortis des ghettos, ne sont plus visibles. D'où, si j'ose dire, la fameuse expression « ils sont partout » ou « ils sont nulle part ». Ceux d'Europe de l'Est et de Russie vivent encore une situation d'oppression et de pauvreté terrible et se réfugient vers l'Ouest pour fuir les pogroms. Ils gênent les assimilationnistes d'Europe de l'Ouest, ces paysans, ces pauvres, et la solution sioniste vise aussi à se débarrasser d'eux pour les assimilationnistes. Il s'agit un peu de les envoyer, eux, en Palestine. Le sionisme est une idéologie née de l'antisémitisme et qui lui donne raison, qui dit oui, c'est vrai, les Juifs ne sont pas intégrables en Europe, en Russie. Il faut donc qu'ils quittent les pays de l'exil et retrouvent leur terre ancestrale. C'est une théorie assumée de la séparation. Je voudrais parler de la déclaration Balfour parce qu'on arrive à son anniversaire, un siècle d'anniversaire de la déclaration Balfour, ce sera le 2 novembre, qui suit en 1917 les accords de Sykes-Picot de 1916, et qui va permettre à la Grande-Bretagne de poser une base à long terme dans le Moyen-Orient qui va advenir et qui sera fait de mouvements nationalistes indépendantistes. Par cette déclaration qui promet un foyer national juif en Palestine, au fond, la Grande-Bretagne va redéployer
cette déclaration marque l'emploi du sionisme dans le redéploiement impérialiste colonial sur les ruines de l'Empire ottoman. Ce qui m'intéresse dans cette déclaration, c'est d'abord le contexte politique anglais dans lequel elle advient, et aussi ce qu'en dit le ministre des colonies et de l'armement de l'époque, Edwin Montaigu, qui, à mon avis, pose les bases de l'antisionisme politique. Alors, pour le contexte, je fais référence à une chercheuse française, Kautar Guédiri, qui a fait sa thèse à Exeter, à l'université d'Exeter en Angleterre, sur les perspectives antipartitionnistes en Palestine. Et elle rappelle le contexte donc. Il doit être remarqué que le climat politique, religieux et culturel en Angleterre était favorable d'une certaine façon depuis que l'évangélisme et avec lui le messianisme grandissaient en Grande-Bretagne. Le messianisme et l'idée concomitante du retour des Juifs en Palestine avaient existé depuis le XVIe siècle, mais se développaient encore dans de petits cercles. Ainsi, il y avait des retours d'idées de reconquête de la Palestine, soit directement par les chrétiens, soit indirectement par les Juifs. Selon le millénarisme protestant, le retour des Juifs en Palestine est supposé représenter l'accomplissement des prophéties, ce qui conduit les non-sionistes à considérer le sionisme comme un faux messianisme. C'est là qu'elle en vient à quelque chose d'important. Balfour, l'auteur de la déclaration, et Lloyd George, le Premier ministre de l'époque, ont tous deux été élevés dans des familles chrétiennes évangélistes, et cet environnement religieux a joué un rôle dans leur sentiment antisémite. De fait, en travaillant à sa déclaration, Balfour soutenait parallèlement une législation qui visait à limiter l'immigration juive en Grande-Bretagne. Par ailleurs, Alain Grèche rappelle dans Israël-Palestine, vérité sur un conflit, qu'il s'agissait de gagner la sympathie du monde entier, des Juifs du monde entier, à un moment où les préoccupations du gouvernement anglais, du fait de l'intensification de la guerre, cherchaient des alliés. Et ces Juifs étant considérés, perçus comme disposant d'un pouvoir considérable et souvent occulte. C'est une vision, dit-il, ironie de l'histoire, qui n'est pas éloignée de celle des pires antisémites qui détectent partout la main des Juifs. Le Premier ministre britannique de l'époque évoque dans ses mémoires la puissance de la race juive, guidée par ses seuls intérêts financiers. De la même manière, Mark Sykes, l'auteur des accords Sykes-Picot, écrivait à un dirigeant arabe « Croyez-moi, je suis sincère lorsque je vous dis que cette race, les Juifs, vile et faible, est hégémonique dans le monde entier et qu'on ne peut la vaincre. Des Juifs siègent dans chaque gouvernement et dans chaque banque et dans chaque entreprise. » En d'autres termes, l'antisémitisme, comme c'est le cas dans ce contexte britannique de l'époque, est producteur de sionisme. Quant à la réponse de Montaigu, Montaigu qui avait interpellé Balfour sur cette déclaration, et Balfour lui avait dit, en l'accusant de vouloir créer un foyer national juif ailleurs, en Palestine, Balfour lui avait répondu « Je veux créer une petite Ulster ». Il faut se rappeler que l'Angleterre a été la grande spécialiste des partitions. Partition de l'Irlande d'abord, et puis partition de l'Inde en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël d'ailleurs, au moment du partage de la Palestine, en 1947. Dans son mémorandum, Edwin Montaigu sur l'antisémitisme, il appelle son mémorandum sur l'antisémitisme de l'actuel gouvernement britannique. Et il le présente au cabinet britannique en août 1917. Je voudrais faire entendre mon point de vue, que la politique du gouvernement de Sa Majesté est antisémite et servira de point de ralliement pour les antisémites de tous les pays du monde. Il explique ensuite que la recomposition des États après la Première Guerre mondiale va sans doute se faire sur une base nationale, et il ajoute concernant la Palestine « J'assume que cela signifie que les musulmans et les chrétiens devront faire place aux Juifs et que les Juifs seront placés dans toutes les positions de préférence et seront particulièrement associés avec la Palestine, de la même façon que l'Angleterre est avec les Anglais et la France avec les Français. Que les Turcs et les autres musulmans seront regardés en Palestine comme des étrangers, exactement de la même manière que les Juifs seront après cela
traités en étrangers dans tous les pays sauf la Palestine. Si on dit aux Juifs que la Palestine est leur foyer national, chaque pays voudra immédiatement se débarrasser de ses citoyens juifs et vous trouverez une population en Palestine chassant ses actuels habitants. Je dirais que c'est prophétique. Pour Montaigu, sionisme, c'est de l'antisémitisme. Cela fera des Juifs des étrangers dans leur pays et cela fera aussi d'eux des colons. La charte de l'OLP, d'ailleurs, faisait commencer le colonialisme sioniste à partir de 1917 et de la déclaration Balfour, considérant que tous les Juifs qui étaient allés en Palestine avant cette date étaient des immigrés qui avaient vocation à devenir des Palestiniens. L'antisionisme est un anticolonialisme, car le sionisme est d'abord un colonialisme européen. Et l'antisionisme est un anticolonialisme juif. L'antisionisme juif sera ultra majoritaire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et de 3 types au moins: assimilationniste, religieux orthodoxe ou révolutionnaire, marxiste, internationaliste. Les milieux juifs orthodoxes sont tous antisionistes à l'époque, considérant que le sionisme veut remplacer la religion par le nationalisme. Je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est l'époque où se crée en 1912 déjà l'Agudat Israël, qui regroupait des rabbins orthodoxes éminents de divers pays et qui dénonça violemment le sionisme et refusa longtemps de collaborer avec les partis sionistes religieux. Je citerai en 1919 Julius Kahn, là on est du côté des assimilationnistes, député de Californie, qui adressera au président Wilson une lettre signée par 299 rabbins et personnalités juives qui s'opposent à la création d'un État juif en Palestine parce que déplacer des Palestiniens serait contraire au principe de la démocratie. 31 hauts responsables politiques juifs, toujours conduits par Julius Kahn, envoient un appel urgent à la conférence de paix de Paris en 1919 contre le sionisme. Ils déclarent « Nous ne souhaitons pas voir la Palestine, ni aujourd'hui ni jamais dans le futur, organisée en État juif. Il n'est pas vrai que la Palestine est le foyer national du peuple juif et non d'un autre peuple. Il n'est pas exact d'appeler ses habitants non juifs uniquement des Arabes, ou de dire qu'ils n'ont laissé aucune image de leur esprit et produit aucune histoire à part la grande mosquée. » Et même chez les sionistes, et même chez les sionistes en Palestine, Hans Kohn, sioniste convaincu, un des fondateurs de Brit Shalom, une association créée en 1926 pour encourager la compréhension mutuelle entre juifs et arabes en Palestine. Le programme de Brit Shalom défendait alors le projet d'un État binational en Palestine. Parmi ses membres éminents, on comptait Gershom Scholem et Martin Buber. Il quittera la Palestine en 1933 et s'installe aux États-Unis. Sa correspondance avec Buber, juste quelques mots. Les événements de Palestine sont très déprimants. Nous sommes tous coupables. Il fallait empêcher les choses d'en arriver là. Vous avez de la chance de ne pas constater de vos propres yeux les détails de la réalité sioniste en Palestine. Le sionisme tel qu'il est aujourd'hui nous empêche de continuer à adhérer à ses objectifs. Je ne suis pas inquiet pour Ismaël, mais seulement pour Isaac, c'est-à-dire pour nos objectifs, nos vies, nos actions. Je crains que nous ne puissions plus soutenir ce à quoi nous collaborons. Cette conception erronée de la solidarité va nous faire sombrer dans la fange. Le sionisme sera pacifiste ou se passera de moi. Le sionisme n'est pas le judaïsme. Gershom Scholem, qui a critiqué beaucoup le sionisme jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui ensuite est redevenu sioniste, et qui indique quelque chose d'intéressant. J'espère que dans les citations que je vous fais, vous arrivez à faire le lien avec des situations contemporaines. Parce que moi, je l'ai fait en repérant ces citations. Ben, je suis ravie de vous voir. Voilà ce qu'il écrit dans un article du Davar, un journal sioniste en Palestine. Il parle du fait que le sionisme a été créé par les puissances impérialistes. Et il dit « À moins d'une catastrophe historique, il ne sera pas possible de soustraire le mouvement aux mains des puissances auxquelles il s'est vendu. Le sionisme n'est pas une puissance céleste, il n'est pas en son pouvoir d'unir l'eau et le feu. Soit il sera emporté par les eaux de l'impérialisme, soit il sera consumé par la flamme de la révolution de l'Orient qui s'éveille. Péril mortel dans un cas comme un autre. » Et il conclut quand même en disant qu'à son avis, le mouvement sioniste doit choisir
les forces progressistes du Moyen-Orient en éveil, et si nous ne vainquons pas, cette fois non plus, et que le feu de la révolution nous dévore, il vaut mieux que nous soyons du bon côté des barricades. Enfin, c'est ma dernière citation, je promets, en 1943, le Conseil américain pour le judaïsme, en 1943, fut créé et annonça dans une déclaration de principe: nous nous opposons aux efforts faits pour créer un État national juif en Palestine ou dans tout autre endroit, comme relevant d'une philosophie défaitiste. Nous exprimons notre désaccord avec toutes ces doctrines voisines qui soulignent le racisme, le nationalisme et l'absence théorique de patrie des Juifs. Nous sommes opposés à ces doctrines parce qu'elles sont mauvaises pour le bien-être des Juifs de Palestine, d'Amérique et de tous les pays où ils peuvent demeurer. Et je vous ai fait l'impasse sur le Bund, le plus grand parti juif en Pologne de l'entre-deux-guerres, l'Union générale des ouvriers juifs de Pologne, qui était absolument antisioniste et qui par contre revendiquait la transformation de l'Empire russe multinational en une fédération de peuples avec l'attribution aux Juifs du statut de nation à part entière. Ce qui était intéressant, c'est qu'il revendiquait au fond une autonomie juive culturelle et nationale, mais non territoriale. Et j'ai fait l'impasse, bien entendu, sur tous les marxistes révolutionnaires. Et puis, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et puis il y a eu le plan de partage de l'ONU en 1947. Et à partir de la création de l'État en 1948, toutes les intentions n'ont plus aucun sens. Il nous faudra juger sur les actes, comme dit Hannah Arendt, et sur le régime mis en place. Alors j'en viens maintenant à une autre association, celle d'aujourd'hui, l'association entre sionisme et antisémitisme. Pour parler d'antisionisme et d'antisémitisme, je partirai des deux dernières déclarations de nos deux derniers chefs de gouvernement. Le Premier ministre du gouvernement Hollande, Manuel Valls, qui déclarait devant le CRIF: il y a l'antisémitisme des beaux quartiers, il y a aussi l'antisémitisme dans les quartiers populaires, d'une jeunesse radicalisée, et puis il y a la haine d'Israël, il y a l'antisémitisme et il y a l'antisionisme, c'est-à-dire tout simplement le synonyme de l'antisémitisme et de la haine d'Israël. Ça, c'était en 2016 au dîner du CRIF. Et puis Macron, notre président actuel, qui déclarait en juillet dernier, lors de la commémoration des 75 ans de la rafle du Veldiv, où il avait pris soin d'inviter Benjamin Netanyahou. La rafle du Veldiv, l'État d'Israël n'existait même pas. Que signifiait donc la présence de Benjamin Netanyahou, à part faire de nous, les Juifs en France, des gens avec un pied dehors, si j'ose dire, comme s'il était venu nous représenter. Nous sommes représentés par nos gouvernements, même quand ils ne nous plaisent pas, mais sûrement pas par des gouvernements étrangers. Et ce qu'a déclaré Macron devant Netanyahou, c'est « Nous ne céderons rien au message de haine, nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme ». Ces deux extraits assimilent deux termes qu'a priori rien d'autre n'associe, à part le fait que le sionisme est une idéologie née et partagée par certains juifs. Née chez certains juifs et partagée par certains juifs. Déjà, on peut remarquer qu'il s'agit d'une essentialisation des juifs que nous ne partageons pas. En effet, est-ce parce que juifs que les sionistes sont critiquables ? Ou parce que porteurs d'une idéologie critiquable au même titre que d'autres ? Pour le formuler plus concrètement, prendre position pour l'Algérie indépendante, comme disait ma camarade dans le clip, faisait-il de ceux qui l'ont défendu des racistes anti-français ? Critiquer l'apartheid sud-africaine, faisait-il de ceux qui critiquaient des racistes anti-blancs ? Les Palestiniens doivent-ils, peuvent-ils se proclamer sionistes pour éviter d'être assimilés à des antisémites ? Les réponses semblent évidentes. Ces deux réflexions de deux personnages très haut placés dans la gouvernance française marquent une étape dans une bataille idéologique commencée depuis longtemps, au tournant du millénaire au moins, et dont on perçoit encore mieux le fondement en écoutant la déclaration que Netanyahou a faite immédiatement après Macron. L'islam militant sunnite et chiite veut éradiquer la civilisation et détruire l'Europe. Israël
n'est que leur premier objectif. Votre lutte contre l'islam militant est notre lutte. Il fait donc ensemble, il faut donc, oui c'est ça, enfin bref, front contre l'islam militant et l'écraser. On croirait entendre un dialogue George Bush, Ariel Sharon. Et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, un Netanyahou est reçu. Bon, bref, tout ça, je vous l'ai dit. L'antisémitisme, dans cette vision, n'est évidemment pas une notion objective, répondant à une définition. L'antisémitisme est une forme de racisme qui essentialise les juifs en tant que juifs, comme la négrophobie à l'égard des Noirs et l'islamophobie. On perçoit déjà mieux le rôle du politique dès que le mot est lâché. Il y a des racismes contestés et contestables, qu'on ne peut même pas nommer. En France, difficilement. Vous le savez peut-être, on vient d'interdire à l'Université de Lyon un colloque sur l'islamophobie. L'antisémitisme est sans doute un des racismes les plus manipulés par l'amalgame inscrit dans le sionisme. Si Israël est l'État des Juifs du monde entier, alors juif égale sioniste. Cet amalgame, cultivé et promu par les sionistes, embrigade les Juifs de force et fait d'eux des cibles. Cet amalgame n'a jamais été le fait des antisionistes. Au contraire, les Juifs et les autres antisionistes ont toujours tout fait pour séparer justement les deux notions. La campagne sioniste contre l'antisionisme, axée sur un nouvel antisémitisme, a une histoire. Il s'agit d'une programmation systématique à partir du début de la deuxième intifada. D'abord articulée sur la rencontre des thèses israéliennes et néoconservatrices. Il n'y a pas de résistance palestinienne, il y a un terrorisme sans cause, peut dire Sharon au moment où Bush déclare que c'est là que l'islam est l'axe du mal. Il n'y a pas de... Les Palestiniens ne sont pas un peuple, ils sont des musulmans faisant partie de l'axe du mal auquel s'affronte l'Occident, comme ça tombe bien. D'ailleurs, Israël vient de créer une nouvelle nationalité araméenne en 2016 pour dissocier les Palestiniens chrétiens des Arabes musulmans. Rappelons-nous de Livni, Tzipi Livni au début de Plomb durci, Gaza 2009, à Paris, qui vient déclarer à Sarkozy « Nous luttons pour la même chose. Nous menons le même combat contre le terrorisme islamiste. » Et rappelons-nous de la déclaration de Netanyahou que je viens de citer. Il s'agit de créer un écran devant ce qu'il faut cacher. L'annexion illégale des territoires, la révolte devant la situation de Gaza, les exactions des colons, l'indignation devant les lois discriminantes, le sort des Bédouins, la judaïsation du Negev, la judaïsation forcée de Jérusalem, les milliers de prisonniers politiques, l'outil BDS de protestation. Comment cacher cela ? D'abord, il y a eu, dès le début des années 2000, des think tanks israélo-états-uniens réunis avec des groupes de communication américains destinés à changer l'image d'Israël. On va arrêter de parler du conflit parce que quand on parle du conflit, on s'embourbe, on n'y arrive pas, on ne convainc pas. Et en plus, on donne une image d'Israël comme un pays dangereux, conflictuel, c'est pas bon. On va donc modifier le positionnement de l'image d'Israël sur la scène publique en ciblant très précisément un public occidental. Qu'est-ce qu'il veut le public occidental ? De la culture, de la démocratie, de l'ouverture. Ça s'appelle Branding Israel, the National Israel Branding Project. Et on va vendre Tel Aviv, la culture, la joie de vivre, la plage, le soleil. Et parallèlement, le mot qui va être opposé à toute tentative de s'intéresser au conflit, s'intéresser à la répression coloniale, ça va être le mot antisémitisme. Mais n'oublions pas que cette tactique, opposer antisémitisme à toute critique d'Israël, réveille ou active la colère de ceux qui veulent lutter pour la Palestine et leur passe un message clair. Si vous défendez les droits des Palestiniens, vous êtes antisémite. De là à franchir le pas, c'est vous qui le dites.
Un système vicieux et pervers qui fabrique ce qu'il dénonce et qui se sert ensuite de ce qu'il a fabriqué. C'est ce que le regretté philosophe Daniel Ben Saïd avait appelé dès 2001 les pompiers pyromanes. Parti d'Israël, relayé par le CRIF et les intellos associés, par les PAC aux États-Unis, etc., cette campagne est montée dans les gouvernements européens, français. C'est ainsi que l'antisémitisme a servi à faire taire sur la Palestine lors du vote du Parlement européen pour des sanctions qui a suivi l'opération Rempart en 2002. Réponse des intellectuels français, Finkielkraut, la nuit de cristal. Nous vivons une nuit de cristal. C'est un peu honteux de parler de nuit de cristal quand même, je crois. Faire taire sur Gaza pendant l'opération Bordure de protection, il se dit mort aux Juifs dans les manifestations parisiennes. J'y étais, nous y étions. C'est un mensonge fabriqué. Il y a de très multiples preuves, notamment des preuves vidéo de la préparation de ce mensonge-là. Mais la vérité n'a aucune importance et les faits non plus. Pour contrer plomb durci ou bordure de sécurité, ce qu'il faut, c'est une bonne dose d'antisémitisme qui va museler les manifestants et focaliser les médias sur les Juifs, pas sur les Palestiniens, pendant que les Palestiniens sont sous les bombes. Donc ces think tanks ont mis au point ce qu'ils appelaient la grande stratégie, axée sur le branding Israël. C'est comme ça d'ailleurs qu'on est arrivé à ce qu'on appelle le pinkwashing, c'est-à-dire à faire de Tel Aviv la capitale de la Gay Pride du monde entier, alors que la situation, un de nos membres d'ailleurs, Jean Stern, vient d'écrire un livre qui s'appelle Mirage Gay à Tel Aviv, après une enquête qui explore ce terrain et qui montre comment la situation des gays en Israël, et du côté palestinien et du côté juif d'ailleurs, est loin d'être dorée. Alors, pour envisager les niveaux d'impact de ces think tanks et de leur travail, parce que c'est un travail de lobbying énorme qui a été fait, je vais repartir d'un article de janvier 2005 publié par Electronic Intifada, où Laura Rienda, qui est une ancienne haut responsable de l'ONU, revient sur les débuts de l'offensive. Elle a travaillé à l'ONU de 1973 à 1998 et elle a notamment... Alors, elle a travaillé pour le Centre contre l'apartheid, puis pour le Centre pour les droits humains, et elle a surtout dirigé la division pour les droits des Palestiniens de 1992 à 1998. Et elle explique, 5 mois après la deuxième intifada, février 2001, Israël engage 2 sociétés de relations publiques basées à New York, Howard et Rubenstein Associates et Maurice Carrick & Gouma, pour aider au problème d'image internationale d'Israël. Elle revient en arrière et elle explique qu'au milieu des années 90, quand on était en plein dans le processus d'Oslo, le Bureau de coordination des associations juives avait présenté au rapporteur spécial sur le racisme de l'ONU une définition de l'antisémitisme qui était « haine irrationnelle des Juifs ayant pour conséquence de la violence envers les Juifs et des institutions juives. » Point barre. Aucune mention du sionisme ou d'Israël. Mais plus récemment avec la deuxième intifada, puis la réinvasion par Sharon de la zone A. Et le 11 septembre, de nouvelles formulations sont présentées qui confondent de plus en plus, on parle de l'ONU, hein, ce sont des nouvelles définitions qui sont présentées à l'ONU, dans les différents organes de l'ONU, qui confondent de plus en plus juifs, sionisme, l'État d'Israël et les politiques de son gouvernement, et par extension, la guerre contre le terrorisme de l'administration Bush. Depuis que l'essentiel du débat sur la fin de l'occupation se tient dans le cadre normatif et politique des Nations Unies, l'organisation elle-même, et pas seulement des États ou des groupes d'États, est devenue de façon croissante la cible d'accusations d'antisémitisme. Et j'en termine là par cette citation. Ces exemples montrent que la préoccupation à propos de l'antisémitisme, comme forme d'intolérance religieuse ou ethnique, qui pourrait être combattue avec les mécanismes internationaux existants, a été métamorphosée en une campagne en règle d'organisations juives conservatrices pour rejeter toute critique du gouvernement israélien et en définitive pour changer les principes fondamentaux qui gouvernent l'approche internationale du conflit israélo-palestinien.
Alors aujourd'hui, où en est-on sur l'antisémitisme? Nous avons cette fameuse définition de l'IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, et la volonté affichée de plusieurs États de ne pas permettre la critique et la sanction du régime. Et j'ai intitulé ce paragraphe « Histoire d'une manipulation ». Alors, l'IHRA, c'est une organisation de 31 États, établie en 1998 sous l'égide de la Suède, basée à Berlin, dont le but est de mobiliser une coopération nationale permettant de diffuser de l'information sur l'Holocauste. Jusque-là, tout va bien. Cette IHRA adopte en mai 2016 une définition de travail sur l'antisémitisme non légalement contraignante, qui dit « L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs, qui peut être exprimée comme la haine des Juifs, des manifestations rhétoriques et physiques d'antisémitisme dirigées vers des individus juifs ou non juifs, ou de leurs biens, envers des institutions communautaires et des établissements religieux. » Point barre. Cette définition figure dans un encadré. C'est celle-là et uniquement celle-là qui a été adoptée par l'IHRA dans son congrès de Bucarest en 2016. Ça a été confirmé par l'IHRA par écrit, parce qu'on lui a demandé. Les exemples qui suivaient cet encadré n'ont pas été mis au vote, ni adoptés. Cependant, c'est l'ensemble de la définition, plus les exemples, qui a été largement diffusé par les lobbies pro-israéliens, encadré, supprimé, comme étant la définition votée par l'IHRA, et dans un but très différent de la lutte contre l'antisémitisme. Effectivement, parmi les exemples pouvant servir selon le bureau de l'IHRA à guider l'IHRA dans son travail, on pouvait trouver certaines formes de critique de l'État d'Israël. Cette présentation tronquée d'une définition de l'antisémitisme incluant ces exemples, comme étant la définition votée par un organisme international reconnu, a servi à propager l'idée et donner crédibilité à l'idée que critiquer Israël et ses violations des lois internationales ainsi que le soutien des droits des Palestiniens était antisémite. Alors, il y a eu un lobbying immense, je vais abréger tout ce que le détail de cette histoire-là, mais par exemple, en Allemagne, une décision du cabinet allemand proposait l'adoption de la définition, la vraie, celle votée par l'IHRA, sans les exemples. Immédiatement, le président du Conseil des Juifs allemands est intervenu, a interpellé le Parlement allemand pour qu'il adopte la définition étendue, the expanded definition, ils appellent ça comme ça. Interpellation renforcée par un lobby sioniste américain qui applaudit la décision du cabinet tout en rappelant l'importance d'adopter une définition de l'antisémitisme qui englobe aussi les éléments d'antisémitisme liés à Israël. Et je vous passe les détails, mais un des détails qui m'a le plus choqué personnellement quand j'ai eu connaissance à ces documents, qui sont travaillés par des groupes militants européens pour la Palestine, c'est que, par exemple, un organe sioniste européen a utilisé un site qui est la copie intégrale. Il est même très difficile quand on rentre sur ce site et quand on rentre sur le site de l'Union européenne de les différencier. Il n'y a qu'en entrant sur secrétariat, pour savoir de qui il est composé, qu'on arrive à comprendre que c'est un site de l'organisation européenne sioniste et qu'il ne s'agit pas du site de l'Union européenne. Et évidemment, ce site présente la définition de l'IHRA dans son intégralité, étendue aux exemples, comme étant la définition. Oui, alors ça s'appelle... Bon, voilà. Pour vous dire qu'à plusieurs niveaux, et aux États-Unis, et au niveau de l'ONU, et au niveau de l'Union européenne, le travail a été fait pour arriver à assimiler absolument antisémitisme avec antisionisme et à pouvoir pénaliser toute critique d'Israël. Mais d'une certaine manière, c'est un peu la bonne nouvelle. Il s'agit aussi là des symptômes d'un régime aux abois, en perte de vitesse. Son hyper-radicalisation et sa lutte
anti-BDS, sa crainte devant la fuite de la jeunesse juive américaine, notamment du sionisme, et son implication importante à cette jeunesse juive américaine, visible sur les campus pour la défense de la cause palestinienne, tout cela terrorise littéralement le régime mis en place en Israël, qui vote des budgets faramineux à son bureau, qu'il appelle, lui, d'explication, la Hasbara, mais qui est un mot poli pour dire propagande. J'ai envie de vous parler, alors je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai le temps de parler de tout ça, mais j'ai envie de vous parler de l'alliance avec Israël, parce que quand même, comment sortir de la vision complotiste du « mais ils sont partout, ils décident de tout, ils entrent partout, etc. » On peut en sortir que si on comprend quelle est la nature de cette alliance, qui est ancienne, qui remonte, on l'a vu, aux puissances impériales et coloniales qui ont fabriqué Israël, la dernière colonie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un Israël qui fait partie du monde occidental, en tout cas qui est perçu par eux comme ça, qui est émancipé, qui est démocratique, qui est blanc, qui est chrétien, c'est la seule chose qu'on ne pourrait pas dire. Les Juifs européens, les anciens métèques, les Asiates, en devenant colons, étaient devenus des blancs. Et l'expression judéo-chrétien vient identifier cette alliance renforcée au tournant du millénaire, depuis l'avènement du néoconservatisme. L'échec d'Oslo marque aussi et surtout l'échec des tentatives partitionnistes occidentales. Il va porter au pouvoir en même temps et la droite israélienne et les néoconservateurs américains. Bush passe au pouvoir le 21 janvier 2001, Sharon le 7 mars 2001. Cette concomitance est extraordinaire. Si on y ajoute que Netanyahou, qui a été dès 2002 le ministre des Affaires étrangères de Sharon, est un Américain d'origine, toujours proche des néoconservateurs, il a fait partie des néoconservateurs et des think tanks néoconservateurs. On se rend compte donc que cette alliance existe parce qu'Israël représente aussi le terrain d'essai de la nouvelle forme de colonialité du pouvoir. La reconquête du monde néoconservateur, néoconservatrice, sa recolonisation sont une des raisons de cette alliance. Israël est la charnière du passé colonial européen et de la continuité coloniale du monde aujourd'hui. Il continuait à jouer le rôle qui lui a été accordé par le mandat britannique, représenter l'Occident au cœur du monde arabe. Alliance aussi parce que le néoconservatisme a besoin, et le néolibéralisme quasiment identifié, ont besoin de dérégulation généralisée. Et que l'ensemble du droit international est constamment violé par Israël, il n'est pas le seul, certes, mais il est le seul à bénéficier de l'impunité intégrale et intégralement accordée par la communauté internationale. Juste pour vous indiquer un tout petit... On n'arrête pas d'entendre dire « mais qu'est-ce que vous avez contre Israël ? Pourquoi que Israël ?» etc. Moi, je suis rentrée sur le site de l'Union européenne à la rubrique « Sanctions de l'Union européenne ». Il y a à peu près 34 pays, enfin la dernière fois que j'y suis entrée, il y avait 34 pays sanctionnés, sanctions financières, sanctions économiques, interdictions diverses, 34 pays, Israël n'y figure pas. Donc je dirais que l'exception, c'est l'inverse. C'est tout le monde peut être sanctionné aujourd'hui, sauf Israël. Et cette impunité favorise la dérégulation dans le reste du monde occidental, le monde qui nous intéresse parce que nous y vivons. Voir le nombre de rapports enterrés à l'ONU, dans l'Union européenne, etc. Elle est depuis de longue date pratiquée, la dérégulation, dans tout le reste du monde, dans le Global South. Encore alliance parce que le néolibéralisme au pouvoir est raciste et suprémaciste, parce qu'il se sert du racisme comme d'un outil de domination et de division, et parce qu'Israël applique cette suprématie coloniale et raciste dans ses actes et sa législation. La validation internationale qui est accordée à ces pratiques autorise leur retour dans nos démocraties occidentales, voire les divers actes, Patriot Acts, mis en place dans nos contrées, les états d'urgence permanents, les intégrations de portions entières de l'état d'urgence dans le droit commun que vient de décréter Macron. Voilà. Parce qu'Israël est employé comme fer de lance dans la main des néoconservateurs de la guerre contre l'islam,
qui veut se généraliser. Certes, Israël n'est pas le seul responsable des maux de la planète, mais il a la particularité d'être un État fabriqué par l'Europe coloniale et post-génocidaire. Et il est un outil fabriqué par l'Occident à son service. Cet outil est producteur aujourd'hui de modèles de gestion des conflits de longue durée. C'est la fameuse guerre permanente et préventive des néoconservateurs. Nul doute d'ailleurs que cela le met particulièrement en danger pour la fin de cet épisode quand elle se produira. Et ça, c'est antisémite. On fera payer aux Juifs le sionisme international et néoconservateur de la période islamophobe que nous vivons. Or, c'est aujourd'hui qu'il faut arrêter et sanctionner cette politique en Israël et partout. Il faut se souvenir que le sionisme n'est pas qu'une affaire juive ou une affaire de juifs. Juste un exemple, en novembre 2016, quelque chose qui s'appelle l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. Une organisation sioniste chrétienne et son réseau, The American Christian Leaders for Israel, les leaders chrétiens américains pour Israël, c'est l'ACLI, qui représente, tenez-vous bien, 60 millions d'évangélistes chrétiens, ont soumis une lettre aux deux candidats aux élections américaines, Clinton et Trump. Trump l'a signée, cette lettre. Et dans cette lettre, il est demandé aux candidats à la présidentielle américaine d'affirmer les choses suivantes. Relocaliser l'ambassade américaine à Jérusalem. Et rappelez-vous, c'était le débat dès l'élection de Trump. C'était une vraie question immédiate. Renouveler et renforcer le mémorandum américain de compréhension avec Israël. Ça, c'est celui qui a donné, sous Obama, avant son départ, 38 milliards de dollars à Israël pour son armement. C'est un peu plus d'1 milliard par jour sur 10 ans. De combattre les efforts au boycott des investissements sanctions pour Israël, de surveiller et imposer de nouvelles sanctions sur l'Iran et de s'opposer à toute solution extérieure du conflit israélo-palestinien. Laisser l'aigle et le moineau se partager la Palestine. À rapprocher tout cela, évidemment, de la difficulté du régime israélien de condamner l'antisémitisme du parti allemand néo-nazi qui vient d'entrer au Parlement, ou du parti hongrois, ou même des manifestations de Charlottesville. Et évidemment de condamner les antisémites au pouvoir aux États-Unis, comme Bannon, parce que sionistes. Et tout cela s'est fait, pour ce qui concerne Charlottesville, les incidents racistes et aussi antisémites, dont antisémites, aux grandes dames de la communauté juive libérale états-unienne. Netanyahou a, du bout des lèvres, dû condamner les incidents de Charlottesville. Et tout récemment, l'historien allemand israélien Moshe Zimmerman, professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, qui n'est pas surpris de la répugnance d'Israël à critiquer l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, fournit la clé d'interprétation de cette attitude. Pour le dire simplement, déclare-t-il, le critère pour la politique israélienne est comment une personne ou un parti considère l'occupation du territoire palestinien. S'il y a une critique de l'occupation, alors ils essayent d'associer leur critique à l'antisémitisme. S'il semble y avoir là-bas un soutien, alors ils ignorent même les positions antisémites du parti. Aujourd'hui, Israël est candidat à l'entrée au Conseil de sécurité de l'ONU, comme membre. Et Ramzi Baroud, le chercheur palestinien, souligne la cocasserie d'une telle volonté après des années de mépris à l'égard de l'ONU par Israël et de lobbying pour miner de l'intérieur les différents organismes de l'ONU. Mais il ajoute que 2 éléments ont produit ce revirement stratégique. L'abstention américaine au vote de condamnation de la colonisation en 2016, le dernier acte de l'administration Obama, et la montée du BDS internationalement. Alors, je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau de l'heure. Donc, je suis 10 fois trop longue. Alors, j'avais prévu de parler du racisme, des victimes juives du sionisme, parce qu'il y en a. Les juifs orientaux qui n'étaient ni concernés par la déclaration Balfour,
ni concerné par le sionisme, jusqu'à ce que le sionisme décrète qu'il avait besoin d'une main-d'œuvre docile, bon marché et juive, capable de remplacer la main-d'œuvre palestinienne dont il ne voulait pas, parce qu'il s'agissait de judaïser le travail. Mais tout ça pour vous dire que le débat antisémitisme égale antisionisme n'a qu'un seul but, ne pas parler de la Palestine. Et donc, j'en arrive à là, il faut parler de la Palestine, parce qu'à la source de l'apartheid, mise en place en Palestine, il y a le colonialisme. Un colonialisme de peuplement, qui implique l'élimination du peuple autochtone et son remplacement, si possible, par le peuple colon. Sinon, les populations autochtones sont repoussées dans des enclaves contrôlées et le régime met en place un ensemble d'institutions et de législations établissant la séparation des populations. On compte en Israël aujourd'hui plus de 50 lois discriminantes votées et appliquées contre la minorité palestinienne qui a la citoyenneté. Mais de nouvelles lois sont proposées tous les jours, allant toutes dans le même sens. Privation de droits, perte de nationalité. C'est le dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter. Des Bédouins palestiniens d'Israël du Negev, vous savez que le Negev est en processus de judaïsation, c'est-à-dire que les Bédouins sont expropriés de leurs terres, repoussés dans des villes dortoirs, que certains de leurs gros villages comme El Khiran ont été rasés pour faire place à des villes juives. C'est une opération de judaïsation, comme celle qui a eu lieu en Galilée dans les années 70, qui avait donné lieu aux grandes grèves de la terre. Or, parmi ces Bédouins, des gens se sont rendus compte, en allant renouveler un passeport ou chercher un papier, que la citoyenneté, ils n'ont pas la nationalité. En Israël, nationalité et citoyenneté sont deux choses différentes. Ils ont la nationalité bédouine, parce qu'on veut séparer les Palestiniens en sous-groupes, donc les Bédouins, les Druzes, les Araméens maintenant, etc., et les Arabes. Et puis, il y a les Juifs comme nationalité. Mais eux, ils avaient la citoyenneté. La citoyenneté leur a été retirée. Elle vise potentiellement 5000 personnes à peu près, dont 2000, c'est l'actualité. Et l'explication de l'État, c'est en fait quand on leur avait donné la citoyenneté en 1948, on s'était trompé. C'est vous dire à quel point on peut faire ce qu'on veut. Je veux dire, si cette histoire-là se passait avec une quelconque, entre guillemets, minorité d'un pays musulman, je crois que même le président français en aurait parlé. Mais là, il n'en est pas question, bien entendu. Alors, je voudrais rappeler quelque chose. La politique sud-africaine, celle de l'apartheid qui a donné son nom à la loi contre l'apartheid de l'ONU. La politique sud-africaine commençait en 1951, qui a consisté à retirer progressivement la nationalité sud-africaine à de plus en plus de citoyens noirs afin de garantir la supériorité démographique blanche. Voilà ce que ça rappelle. Cette politique assortie de la création de Bantoustans, créés sur des zones supposées ancestrales et tribales, qui seront progressivement autonomisées. Et cette politique est donc renforcée en 1970 avec les Black Homeland Citizenship Act, qui cette fois va se fonder non plus sur le territoire où vivaient d'éventuelles tribus ou groupes ethniques sud-africains, mais sur l'ethnie. Du coup, elle va enlever la citoyenneté sud-africaine à tous les membres d'une ethnie, en leur accordant d'autorité la nationalité du Bantoustan correspondant, même s'il est à 800 km. Et ainsi, des personnes qui n'ont jamais vécu dans les zones tribales ancestrales ou reconnues aux ethnies perdent tout droit civique et deviennent des étrangers dans leur propre pays. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'à l'époque, aucun pays du monde n'a jamais reconnu ces Bantoustans, ni l'ONU. Et cette politique, le dernier point qu'il faut rappeler, de ségrégation, s'est traduite par le déplacement forcé de 3,5 millions de Sud-Africains noirs entre 1960 et 1980. La décision brutale et non motivée par Israël à l'encontre des Bédouins est donc d'une extrême gravité. Elle constitue un pas décisif dans la course à la majorité démographique juive, comme dans le déplacement forcé déjà engagé depuis des années dans le Negev.
La principale différence entre l'Afrique du Sud de l'apartheid et celle avec Israël aujourd'hui, la politique israélienne d'aujourd'hui, réside dans la complicité de la communauté internationale, qui, loin de condamner ou refuser de reconnaître les étapes de la dépossession et du déplacement, les conforte. Comment ne pas penser même que les négociations pour 2 États, soutenues par la communauté internationale, qui prévoient et étudient régulièrement des plans d'échange de population et de territoire, on va prendre les colonies, on va les intégrer à Israël, en échange on va leur donner un bout de désert, ou peuplé d'Arabes qui sont en Israël, et la reconnaissance partielle de ce qui est aujourd'hui une pure virtualité de l'État de Palestine, participe de cette logique de séparation et d'apartheid au seul profit d'un État qui refuse l'égalité de ses citoyens sur une base ethnico-religieuse. Alors qu'est-ce que ça signifie des puissances occidentales et de ces soi-disant régimes républicains dégagés du nationalisme ethnique, à moins que justement on assiste à une régression validée par le cas exceptionnel d'Israël, qui redeviendrait une norme occidentale? Il faut se poser la question, avec la montée des extrêmes droites et le refus des migrants, par exemple, dans nos contrées, d'un tel état de fait apparaît plus évidente encore la nécessité de lutter en soutenant clairement l'appel au boycott des investissements sanctions de ce régime d'apartheid qui refuse de dire son nom. Jusqu'à quand va-t-on accepter la définition d'Israël démocratie imposée par l'Union européenne et les États-Unis, où le grotesque le dispute au tragique? Les tentatives de pénalisation du BDS dans ces mêmes régions du monde sont d'autant plus inacceptables qu'elles permettent à Israël de poursuivre cette politique et de la durcir sans frein. Le régime d'apartheid sud-africain est tombé grâce au boycott international et au désinvestissement bancaire et aux sanctions. L'apartheid israélien devra tomber de la même manière, et c'est le plus souhaitable pour les populations, car c'est un moyen non violent qui leur assure égalité contre discrimination, BDS contre guerre, massacre et injustice. C'est le choix devant lequel nous sommes. Et puisque je suis devant une université, je suis dans une université, je recommanderais absolument la lecture de ce petit livre passionnant, Un boycott légitime, dont le chapitre sur les universités est extrêmement étoffé, montre les liens étroits de toute l'université israélienne avec l'armée d'occupation, montre les discriminations à l'égard des étudiants palestiniens d'Israël, montre l'absence totale de solidarité des universités israéliennes avec le sort réservé aux universités palestiniennes. Il y a matière à refuser les coopérations scélérates, alors que par ailleurs, les directives du PACBI, concernant, c'est-à-dire du Bureau national du BDS concernant les universités, le précisent absolument. Il ne s'agit pas de boycotter des personnes dans l'université. Il y a de très nombreux universitaires israéliens qui participent à des échanges en France et dans toute l'Europe et dans le monde entier en tant qu'individus et qui pratiquent ce qu'on peut appeler la liberté académique. Israël ne pratique pas la liberté académique. Israël a réussi à faire partir quasiment tous les grands opposants de ces universités qui sont aujourd'hui des enseignants israéliens en exil. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour laisser un peu de place à du débat. Je vous remercie beaucoup. J'ai vraiment peur d'avoir été trop longue, mais... Alors, je laisse la place aux questions. Et juste pour une petite précision, je n'ai pas dit avant, il y aura un apéritif à la fin. Vous êtes toutes et tous conviés. Et on a aussi des agendas pour les étudiantes et étudiants, ou même pour les personnes non étudiantes, ça va aussi. Des agendas qu'on fait, nous, avec la CUAE, et qu'on distribue gratuitement, avec plein de conseils très pratiques pour la vie étudiante, mais aussi à Genève. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà maintenant. Ouais. Je vous laisse parler fort parce qu'on n'a pas de micro. Où ça?
En Israël, on est dans une étape de régression très 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 importante. Il y a des lois BDS qui ont été votées, il y a contre les ONG aussi israéliennes, contre leur subventionnement. Elles sont soumises à la transparence de tous leurs fonds, et si elles reçoivent des fonds extérieurs, etc. Il y a une grande, grande régression. On est la jeunesse... Alors, ça fait partie du problème. Ruchama Marton, qui est la fondatrice des Médecins pour les droits de l'homme en Israël, qui vient de fêter ses 80 ans, a eu un débat public avec Uri Avneri à Haaretz, où elle lui répond, elle dit qu'il est contre le BDS, qu'il faut se battre pour la paix. Elle lui dit, attends, tout le monde est pour la paix, il faut se battre contre l'apartheid et pour des droits politiques. Et pourquoi je dis ça? Parce que... j'ai oublié pourquoi je dis ça, mais j'ai son texte là, attendez, je vais vous le retrouver. Elle prend acte, elle dit oui, elle dit... il y a une peur de se retrouver isolé. Uri Avneri dit, mais on va se retrouver isolé dans notre propre pays, on va se retrouver sans tribu. Et elle leur répond, la gauche israélienne, elle a une tribu, mais elle n'est plus ici. Elle est à l'étranger. C'est la force de la pression internationale. Il faut que les Israéliens arrivent. Il y en a qui y arrivent. Il y a encore des refusniks, il y a encore des jeunes filles qui sont en prison depuis 3 mois parce qu'elles refusent de faire leur service militaire. Il y a encore des gens qui militent, etc. Ils sont ultra minoritaires. Ils font partie eux-mêmes d'un mouvement qui s'appelle Boycott from Within, qui appelle au boycott de l'étranger sur Israël. Il n'y a pas un mouvement structuré, une société coloniale et d'apartheid, comme elle est structurée, ne permet pas aux gens de comprendre ce qui se passe. Il y a un mur, ils ne voient pas ce qui se passe. Ils ne veulent pas le voir, mais tout est fait pour qu'ils ne le voient pas. On peut aussi établir des comparaisons avec l'Europe. Tout est fait pour qu'on ne voit pas les réfugiés, tout est fait pour qu'on ne voit pas, etc. C'est beaucoup plus violent là-bas, c'est beaucoup plus catégorique. Le consensus national est extrêmement fort. Les gens qui sont des militants là-bas aujourd'hui contre l'apartheid israélien sont minoritaires. Leur seule aide ne peut venir que de l'extérieur. Mais c'est ce que Ruchama désigne comme la grande tribu. Elle dit, la tribu ici, c'est terminé. Il n'y a pas de tribu ici. Il y a une seule tribu. C'est la tribu internationale. La tribu internationale de la solidarité internationale. Et honnêtement, pas seulement sur le BDS, sur le monde dans lequel on est en train de vivre. Je veux dire, j'ai assez fait le lien, je crois, entre néoconservatisme, ultralibéralisme et Israël, pour montrer qu'on est en train de vivre dans un monde absolument affreux. Donc il y a une recomposition possible d'une internationale, d'une société civile internationale qui doit apprendre à se battre et à se mobiliser pour un monde meilleur, parce que vraiment c'est insupportable. À propos de ça, je veux juste rajouter un petit mot, parce que comme je n'ai pas pu tout dire, maintenant ça me revient par parcelle, mais je trouve que c'est très important. Ce qui s'est passé à Charlottesville était vraiment très important, parce qu'au fond, ça a reposé les termes du débat clairement. On avait d'un côté les populations racisées, les Afro-Américains, qui étaient antiracistes, avec des juifs progressistes américains. Et de l'autre côté, on a des suprémacistes blancs, violemment antisémites et violemment sionistes. Donc c'est ça les termes du débat. La réalité, elle est là. Et le clivage, il est là. Soit on se met dans le camp, et c'est ce que dit Rebecca Wilcomerson, que je trouve extraordinaire, une des leaders de Jewish Voice for Peace, qui, là par contre, il y a une mobilisation de la jeunesse juive américaine et du judaïsme libéral américain, qui est en train de vraiment, qui arrive à confronter, comme on dit, challenging, l'AIPAC. Jewish Voice for Peace, aujourd'hui, a une voix qui dérange profondément le grand lobby juif américain et qui est radicalement différente, qui a voté BDS. Elle dit même dans un de ses textes, en 2002, je portais un t-shirt qui disait « Pour préserver la sécurité d'Israël, il faut arrêter l'occupation ».
Elle dit, je dis plus ça, c'est fini. La question n'est pas de préserver, il faut reconnaître les droits des gens, il faut arrêter l'occupation, et le droit du retour des réfugiés palestiniens ne menace pas, si on le regarde comme un droit humain fondamental, une coexistence et un avenir pacifié. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, on a un site, ujfp.org, et on a sur YouTube un canal UJFP sur lequel vous pourrez trouver les 10 clips. Je vous en ai montré un, mais il y en a 10 qui disent pas mal de choses. UJFP. Exactement. Et qu'il n'y ait plus là, mais on peut le remettre. Il y a même l'adresse... Vous voyez, il y a tout. UJFP.org, c'est le site. Le Facebook, c'est UJFP. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué point officiel. Bon. Il y a le tweet. Voilà, il manque le canal YouTube, mais vous entrez sur YouTube, vous tapez UJFP, vous arrivez sur le canal UJFP et vous avez les 10 clips et d'autres interventions publiques, filmées comme celle-là et de plein d'autres camarades. Oui. Je crois que vous l'avez enregistrée. Oui, elle est donc enregistrée et elle sera disponible, enfin on aura le fichier en tout cas en notre possession. Vous pouvez sans autre écrire à la CUAE, je ne sais pas encore s'il sera publié, mais probablement, et probablement aussi sur Libre Radio, enfin c'est encore à discuter, mais c'est une possibilité aussi, mais on pourra communiquer tout ça via nos réseaux sociaux et site internet, cuae.ch, si jamais. Puis on pourra avoir pour Libre Radio. Pardon. Alors, c'est un livre écrit par Eyal Sivan et Armel Laborie. Je n'ai pas rendu tous ses droits à Eyal Sivan, mais c'est le cinéaste que vous connaissez peut-être qui a réalisé les clips pour nous. Et donc, Eyal Sivan, Armel Laborie, c'est publié à La Fabrique et ça s'appelle « Un boycott légitime pour le boycott universitaire et culturel de l'État d'Israël ». Yes, c'est moi qui distribue la parole. Allez-y. En 1967, aux États-Unis, les Civil Rights Movement, il y avait M. Luther King qui appelait à Alabama, Montgomery, le boycott des bus. Après, dans le film Black Power Mixtape, on peut voir la déclaration de Carmichael, aussi Stolly Carmichael, un des leaders aussi à l'époque, qui disait que justement le boycott c'était un acte passif, c'était l'acte le plus passif qu'un collectif pouvait faire, parce qu'il se basait sur l'idée que votre adversaire a une éthique, a une conscience, et qu'il pourra prendre conscience à travers le boycott des actions, de l'oppression qu'il est en train de mettre en place, de faire, et que par conséquent, il pourra changer. Et Carmichael finissait avec une phrase incroyable qui disait que les États-Unis n'ont pas de conscience. Donc justement, et que par conséquent le boycott c'est passif, c'est compliqué, si ton adversaire n'a pas de morale, d'éthique. Alors là, moi je ne crois pas à la morale, je crois à... Le BDS est là pour compenser l'impunité. Et en ce sens, il marque quelque chose de fondamental. Je ne sais pas où je l'ai écrit, mais il faut que je vous retrouve ça parce que c'est vraiment trop bien dit. Attendez, je vais vous retrouver la phrase qui vient du livre d'ailleurs, mais qui est vraiment extrêmement juste. Ça vient. Voilà. Vous avez un niveau international occidental, pour l'instant en tout cas, qui est un niveau
qui accorde une impunité totale à Israël, et on l'a vu en raison d'une alliance à la fois ancienne et renouvelée au tournant du millénaire. Et vous avez une société civile qui, elle, s'est dotée d'un outil à l'appel et à la proposition des organisations palestiniennes, qui est le boycott, à l'instar du boycott pratiqué en Afrique du Sud, etc. Maintenant, ce boycott, c'est un mouvement collectif, autonome, international, sans tête, qui a fait plier des multinationales. Qui d'autre aujourd'hui fait plier des multinationales? Le délégitimer est une urgence absolue pour l'impérialisme. D'accord? C'est ça la question. Maintenant, il ne s'agit pas de morale au sens... Enfin, bon, je pense que la morale est toujours très importante. Je ne l'exclus jamais du discours politique, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais pour ce qui est d'Israël, je crois que les sociétés coloniales fabriquent des privilégiés sans qu'ils le sachent. Comme d'ailleurs en Europe, hein, finalement, on a tous... les droits non partagés, c'est des privilèges. C'est simple. À partir du moment où un droit n'est pas partagé par tous les autres, si vous le détenez, vous détenez un privilège, c'est plus un droit. Donc, la société israélienne s'est petit à petit transformée en une société de privilégiés qui souvent s'ignorent, qui trouvent normal de vivre, entre guillemets, à l'occidental, pour la partie occidentalisée de cette société, parce qu'il y a un lumpen prolétariat en Israël, qui est fait de gens qui vivent dans la misère, je veux dire, qu'ils soient religieux. Je crois que la catégorie la plus pauvre, c'est les Palestiniens. Juste au-dessus, vous avez les religieux. Et ensuite, vous avez des catégories ethniques extrêmement pauvres. Donc, tous ces gens-là ne payent pas le prix de l'occupation. Voilà. Ils n'en payent pas le prix. Ça ne leur coûte rien. Personne ne les punit. Leur image est intouchable. C'est la seule démocratie du Moyen-Orient, comme on dit. Donc, pourquoi voulez-vous qu'ils se mobilisent? Ils sont comme vous et moi, si j'ose dire. Le but du BDS, c'est de leur faire comprendre que ça a un prix, que leur image se dégrade, et ça les rend fous. S'il y a une chose que les Israéliens ne supportent pas, c'est que leur image se dégrade. Ils ont besoin de l'image d'une démocratie, parce qu'ils sont l'État juif et démocratique, ce qui est un oxymore, mais comme ils sont une exception dans l'histoire, qui veut être normale, tout va bien. On est dans cette logique-là. Mais l'idée du BDS, c'est pas de saisir la morale, parce qu'on est devant des situations sociétales où les enfants sont embrigadés. Je veux dire, moi j'ai toujours hurlé de rire quand j'entends parler de l'embrigadement, parce que ça fait partie de la propagande israélienne. Les Palestiniens forment leurs enfants à la haine. Heureusement qu'on a eu des études de fait sur l'embrigadement dans les écoles israéliennes, que je connais bien. Je veux dire, quand je dis j'ai hurlé de rire, c'est parce que je les ai côtoyés, je sais de quoi je parle. Et l'embrigadement jusqu'à l'université, d'ailleurs. Moi, quand j'étais étudiante à Haïfa dans les années 70, le jour où l'ONU a voté la déclaration sionisme égale racisme, on est venu nous embarquer de force dans des autobus pour aller manifester. On n'a pas eu, quand je dis de force, c'est pas une plaisanterie. On nous a portés parce qu'on ne voulait pas y aller. On nous a sortis des cités universitaires et on nous a mis de force en nous disant « vous allez perdre vos bourses d'études ». Bah si, on va se gêner. Mais moi, je n'ai pas grandi comme ça, mais il y a des gens qui sont nés dans ça, qui n'ont pas d'autre vision que celle-là. Donc pour eux, en même temps, ça répondra peut-être même à la question précédente, il y a une fuite de la jeunesse israélienne. Berlin, il y a un poète israélien oriental d'ailleurs qui a écrit, c'est une poétesse, Adi Kaysar, qui a écrit un des vers d'un de ses poèmes, c'est « Berlin, capitale de Tel Aviv ». Je crois qu'il y a 150 000 Israéliens installés à Berlin. Il y a énormément d'Israéliens qui ont réactivé des passeports d'origine de leur famille. Tous ceux d'Europe de l'Est, les Polonais, les Roumains, parce que ce sont des passeports européens. Beaucoup d'achats d'appartements en Europe.
Donc il y a une inquiétude. Mais si on veut que ça bouge, il faut que les gens s'inquiètent de ce qu'ils font. Il faut qu'ils arrivent. Alors après, il y a les crimes de guerre. Il y a des organismes pour juger les crimes de guerre. C'est une autre histoire. Mais faire bouger la société israélienne, ça passe par lui faire sentir que ce qu'elle fait a un prix, que ce que fait son gouvernement a un prix. J'espère que je vous ai répondu. Yes, et après cette jeune fille. Vas-y Marie. Puisqu'on est à l'université, on pourrait parler des projets de collaboration multiples que les universités suisses ont avec les universités israéliennes. L'université de Genève a des projets, il y a déjà des collaborations de longue date, mais il y a des nouvelles collaborations en vue. Et ce qui est intéressant, le CEAE, je crois, est intervenu auprès de l'Assemblée universitaire sur les questions du droit international, en posant par exemple la question qu'est-ce que ça signifie d'envoyer des élèves de Genève à l'université à Jérusalem, qui se situe en majeure partie dans les territoires occupés. Quelle est la réponse? Je ne sais pas qui c'était la réponse, le directeur dit ah non, pas du tout, non, l'université hébraïque de Jérusalem est sur le territoire international. Qu'est-ce que ça veut dire le territoire international? Ben, il ment. Écoutez, c'est ahurissant quand même. On a sans arrêt ça, le rapport des arguments de la propagande en face des faits. Donc il faut arriver à poser des faits. Il faut envoyer les documents chaque fois. C'est très important les documents, puisque ça oblige. De montrer qu'il y a une violation du droit international. Envoyer les étudiants suisses à cette université est une violation du Conseil de Convention de Genève. Le fait même que cette université existe sur les territoires occupés est une violation du droit international. Et je pense que le fait que sa direction elle est dirigée par des généraux de l'armée israélienne. Je veux dire. Moi, je pense que quand on... C'est un travail de fond de s'opposer à une coopération dans une université. Je pense qu'il faut commencer par réunir des documents, ne jamais parler sans documents, parce que c'est le seul moyen de contrer le baratin qu'on va avoir en face de soi. Et il y a un travail à faire auprès des conseils d'administration, des représentants étudiants, des représentants profs. Maintenant, la lâcheté et l'hypocrisie sont des vertus très partagées dans le monde occidental. Mais peut-être que les jeunes sont un peu moins lâches et un peu plus courageux. Il faut essayer, en tout cas. Mais je pense que le coup sur les migrants, c'est quand même ahurissant, parce qu'en Israël, là, par contre, il y a de la documentation. Les migrants sont traités d'une manière absolument atroce. Il y a le film de Avi Mougrabi, d'ailleurs, qui est sorti, qui parle de cette question. Mais il y a eu d'innombrables manifestations. Il y a des projets maintenant pour les déloger du sud de Tel Aviv. Il y a des discours du Parlement ahurissants sur les migrants, qui sont traités comme des sous-hommes. Un racisme épouvantable qui s'est développé contre eux, qui n'est pas arrêté. Le racisme, de mon point de vue, en tout cas, ça vient toujours d'en haut. C'est dans les mains d'un gouvernement de laisser se développer du racisme ou de lutter contre lui. D'ailleurs, une chose que je n'ai pas dite, parce que quand même, où sont les colloques sur l'islamophobie, les définitions de l'islamophobie, du racisme anti-musulman qui se développe dans nos sociétés et qui est, lui, un racisme meurtrier aussi, qui n'est pas un racisme secondaire. C'est quand même bizarre, cette focalisation... Enfin, on a compris l'idée, de toute façon. Mais l'université de Lyon 2 vient de refuser ses locaux pour un colloque contre l'islamophobie, hier. Trouble à l'ordre public. Elle a eu des pressions, c'est tout. On connaît les pressions. Et aussi, quand même, ça c'est vraiment impressionnant,
le militant, ancien militant du Matzpen, mouvement trotskiste israélien des années 70, qui vit depuis à Londres. Moshe Machover, qui est très connu, vient d'être viré du Parti travailliste anglais, qui s'appuie pour ce faire sur ses déclarations contre Israël et sur la définition totale de l'IHR. Et ça, même les Israéliens n'avaient jamais osé le faire. Je veux dire, ils détestaient leurs opposants, mais je crois que ça ne leur était jamais venu à l'idée de pouvoir traiter d'antisémite quelqu'un comme Moshe Machover. Mademoiselle, c'est à vous cette fois. Vous avez très bien décrit l'état de la société en Israël. Donc, comment est-ce que vous imaginez la transformation de la société en Israël à travers BDS? Parce qu'on voit que comment BDS est fait en Israël, c'est seulement antisémitisme, et on s'isole de plus en plus. Donc, comment ça, pratiquement, ça pourrait changer l'état de la société? Alors, BDS, c'est 3 mots. Boycott, désinvestissement, sanction. Rappelez-vous ce qui a enclenché le processus d'Oslo. Ce qui a enclenché le processus d'Oslo, par le biais de la conférence de Madrid, je crois, c'est le moment où l'Europe vote pour la première fois en... j'ai oublié quand, enfin, ça doit être avant 90, c'est la fin de la première intifada, et l'Europe vote la levée de l'accord d'association qu'elle a avec Israël. Dans la seconde, Israël entame les négociations avec la conférence de Madrid. Je veux dire, la culpabilité, la responsabilité de la communauté internationale, moi je pense que ça, c'est antisémite, vraiment, est énorme, parce qu'on sait que la seule chose qui les empêcherait, c'est les sanctions. Donc, le B de boycott, il est fait pour obtenir le désinvestissement et pour obtenir des sanctions internationales. Non seulement l'Union européenne n'a plus jamais pratiqué de sanctions vis-à-vis d'Israël depuis le tournant du millénaire et l'échec d'Oslo, mais elle a upgraded, je ne sais pas comment on dit upgraded, elle a augmenté le statut d'Israël dans ses accords avec l'Union européenne, au point que Javier Solana a déclaré lors de sa dernière visite en Israël qu'Israël était quasiment un membre de l'Union européenne au même titre que les autres. On en est là. Donc, le boycott, c'est mettre en insécurité, secouer l'image. Par exemple, ça ne se voit pas vu d'ici, mais dans la presse israélienne, il y a énormément, notamment sur le boycott universitaire, de doyens d'universités ou de recteurs des universités israéliennes qui disent « Non, le boycott avoué contre nous, on n'en voit pas beaucoup. Mais il y a un boycott rampant qui ne dit pas son nom. Il y a des échanges qui sont repoussés à plus tard. Il y a des enseignants qui devaient venir et qui ne viennent pas. Il y a des enseignants de chez nous qui étaient invités et tout compte fait, ça ne va pas pouvoir se faire pour des arguments, etc. » C'est-à-dire, moi je crois que dans la société, dans les sociétés européennes, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a vraiment des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que fait Israël. Alors, ils n'ont peut-être pas envie de monter sur une barricade, mais ils font le boulot. Et après tout, c'est l'essentiel. De la même manière, ce qu'on ne voit pas ici, c'est comment Israël présente dans sa presse et dans ses médias tous les jours, comme des victoires incroyables, le fait d'avoir réussi à inviter un artiste. Alors nous, on se bagarre pour que nos artistes n'y aillent pas. Mais eux, le dernier là, qui a fait toute une histoire avec Ken Loach, j'ai oublié son nom, le groupe anglais. Bref, c'est pas grave. Ça a été un événement national, digne d'une fête nationale, sa venue. Ce qui est le signe qu'ils sont profondément déstabilisés. De même, quand vous avez d'énormes syndicats, premier syndicat américain d'étudiants, 5 millions de membres qui votent le boycott, ça ne peut pas ne pas les affecter. De même, quand le pourcentage de leurs ventes à l'Europe accuse une baisse d'une année sur l'autre, je ne vais pas dire de pourcentage parce que j'ai peur de dire une bêtise, je ne me rappelle pas, ça les inquiète. C'est simple, ils ont décidé que c'était une menace stratégique aussi importante que l'Iran.
Donc ça les touche. Ce que nous pouvons faire, c'est d'abord ébranler ce système-là. Ébranler ce système-là. Ensuite, il y a les désinvestissements bancaires. L'ONU vient de faire un pas là, en désignant des listes de grandes entreprises, y compris de banques, qui n'ont pas à travailler dans les territoires occupés, qui sont impliqués dans le travail avec les territoires occupés. Les directives, les recommandations polies de l'Union européenne sur le fait de ne pas investir dans les territoires occupés ont eu leur effet. Alors, c'est une bataille très dure, parce que du côté des Israéliens, et par extension des Juifs sionistes, ils ont l'impression que c'est une bataille pour leur survie. Ils ont l'impression... Alors, d'où ils sortent cette impression? C'est une impression absolument fabriquée et construite. Mais une fois qu'elle est là, il est difficile de s'en débarrasser. Je pourrais en parler pendant des heures, mais bon, ils ont cette impression. Pour eux, l'idée que le régime dans lequel ils vivent pourrait changer est équivalente à leur anéantissement. Alors, ce qu'il faut arriver à faire comprendre, et là, il y a peut-être une marge de discussion, une fois que les Kalachnikovs sont baissés, si j'ose dire, c'est de faire comprendre que la fin de l'apartheid n'a pas jeté les Blancs sud-africains à la mer, n'a pas correspondu à la destruction de l'État d'Afrique du Sud, mais à sa transformation. Que ce qui est fondamental, et ils doivent arriver à le comprendre, parce que, après tout, il s'agit aussi de leur propre survie. Non seulement il s'agit de la survie du peuple palestinien, qui est quand même le peuple indigène et qui a ses droits bafoués depuis un siècle maintenant, mais il s'agit aussi de la survie du collectif juif en Palestine. De comprendre qu'il faut aller vers une coexistence et que la coexistence, il n'y en a qu'une seule possible, c'est sur la base de l'égalité, c'est tout. Yes. J'ai juste une question. Au sein de la communauté juive, est-ce qu'il y a des différences en ce qui concerne l'approche vis-à-vis, disons, de ce qui se passe entre les deux entités principales, Ashkenaz et Sepharad? Parce qu'on m'a dit que oui. Où? Là-bas? Oui. En Israël? Alors, c'était un de mes éléments. Le racisme colonial, forcément, il établit une hiérarchie. Il y a les Ashkénazes en haut, il y a les moins Ashkénazes, les Roumains qui sont considérés comme les Ashkénazes des Séfarades. Après, il y a les Séfarades, après, il y a les Éthiopiens. Bon, il y a les Palestiniens en bas. D'accord? C'est une hiérarchie. Le mouvement de ce qu'on a appelé les Juifs orientaux, c'est-à-dire issus du monde arabe au fond, c'est ça l'idée, a eu des... On a fait une série d'interviews avec Yael Sivan de certains de ces représentants de ces groupes Mizrahi orientaux, et un d'entre eux, on lui demandait quelles sont les grandes étapes ou depuis quand le mouvement Mizrahi a commencé à se battre, et il a répondu: c'est comme les esclaves noirs américains du jour où ils sont arrivés sur le territoire américain. C'est-à-dire les combats, la lutte pour l'existence, pour la reconnaissance de l'égalité, etc., a été permanent des Mizrahim. Alors, il faut voir les étapes après. Il y a eu les Panthères Noires, le mouvement des Panthères Noires en Israël. Pourquoi s'est-il appelé Panthères Noires? Si ce n'est pas pour faire référence au mouvement des Panthères Noires afro-américaines et faire référence au racisme dont étaient victimes à l'époque essentiellement les Juifs marocains, puisque c'était le moment de la grande alia des Juifs marocains. Il y a aujourd'hui, il vient d'y avoir une grande manifestation à Tel Aviv, une manifestation très importante de Mizrahim, appelée par l'organisation Amram, qui a ressorti l'affaire qui avait émergé au début des années 80, si je ne me trompe pas, des enfants volés. Des centaines, aujourd'hui on sait que c'est des milliers, d'enfants volés. Au départ, dans les années 70, ce qui a été découvert, ça visait la communauté juive yéménite. Les enfants étaient pris dans les crèches et dans les hôpitaux, enlevés à leurs parents et confiés à l'adoption. Le scandale remonte jusqu'au ministère de la Santé, en passant par les médecins, en passant par la Viso,
l'organisation des femmes juives sionistes, qui assurait la distribution des enfants. On leur enlevait leurs enfants, on leur dit qu'ils étaient morts, donc pas de corps, et ils étaient donnés ou vendus à l'adoption à des parents ashkénazes, de préférence des rescapés de la Shoah, parfois américains, avec cette certitude dite, parce que les témoignages existent, il y a eu des enregistrements, c'est documenté, on peut le trouver même sur Internet, on le trouve aujourd'hui. C'est des sauvages, parce que disait Ben Gourion quand il a vu arriver les Juifs du Maroc, les Juifs du Maroc de l'Atlas? Vite, 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 transformons-les en Juifs. L'ashkénazité étant le modèle de... Voilà, mais quand je parle de la différence de l'ashkénazité, je ne parle évidemment pas en termes ethniques, mais en termes politiques de domination. On est bien d'accord. C'est comme le blanc, c'est pas une couleur, c'est un marqueur de domination dans certaines situations. Donc, ils ont réactivé cette histoire parce que... Pourquoi ils la réactivent? Parce qu'elle émerge régulièrement, que les parents reparlent, parce qu'il y a des journalistes qui sont allés faire des enquêtes qui ont retrouvé ces enfants adoptés. Que les gens arrivent avec des photos, etc. Et que chaque fois, les commissions s'ouvrent et se referment. Les dossiers brûlent ou disparaissent. Donc là, ce qu'ils ont fait l'inverse. Au lieu d'aller chercher dans les dossiers, ils ont fait un appel au public en Israël, en disant, vous, les gens qui entre telle année et telle année, ça commence en 54, je crois, et jusqu'en 60, quelque chose comme ça, avez perdu un enfant et n'avez pas compris dans quelles circonstances, dans des circonstances peu claires, si vous ne savez pas, contactez-nous et voyons voir de quoi il s'agit. On arrive à 5000. Ça ne touche pas que les Yéménites, ça touche à peu près tous les Juifs issus du monde arabe, même de Bulgarie, je crois. Et c'est énorme. Et c'est énorme. Et le vieil establishment d'Ashkenaz, pour le coup, n'est pas prêt à se remettre en question. Donc là, la grande manifestation, c'était pour l'exigence de droit. Sinon, quand moi j'étais à l'université en 70, dans les années 70 en Israël, il y avait plus d'étudiants d'origine orientale à l'université qu'aujourd'hui. Mais c'est pareil en France. Il y avait plus de fils d'ouvriers dans les années 70 dans les universités françaises qu'aujourd'hui. Donc... il y avait encore une jeune femme, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore une question? Non. Bon, on peut de toute façon continuer la discussion autour d'un verre à l'apéritif, juste derrière, à la fin de la sortie. Juste encore une petite information que j'ai encore oublié de donner. On a un groupe de travail qui s'est formé, qui travaille déjà depuis quelques années, qui traite des questions de solidarité internationale au sein de la CUAE. Toutes les personnes intéressées pour ce groupe sont les bienvenues. Il suffit de nous contacter ou alors par mail ou Facebook ou alors vous inscrire sur une liste qui est derrière là que Joanne brandit en notant votre email. On continuera très certainement à traiter les questions de la Palestine et d'autres questions de solidarité internationale comme on l'a déjà fait depuis quelques temps. Voilà. Merci beaucoup Michel. Merci à vous.